Aujourd'hui, on a une carte blanche qui nous a été donnée et on va s'en servir pour avoir un débat de haut niveau parce que je suis très très fier des intervenantes et des intervenants qu'on a aujourd'hui. En vérité, on mériterait la grande scène, on ne l'a pas eu, mais on est sur le meilleur stand de la fête de l'humanité et on en est très 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 heureuse. Alors, pour commencer, je vais présenter nos intervenants. Bonjour Daphné, tu es journaliste d'investigation à Street Press et tu es notamment spécialiste de l'extrême droite. Bonjour à toi, Subboy, tu es artiste, journaliste, influenceur. On peut notamment te retrouver sur ta chaîne YouTube Histoire Crépue. Et bonjour à toi, Malcolm, tu es chercheur au CNRS et tu as écrit un livre qui fait beaucoup parler, et ça tombe bien parce qu'on va en parler, Une écologie décoloniale. Avant de commencer, j'aimerais dire pourquoi est-ce que j'ai souhaité organiser cette table ronde. On a toutes et tous été très très en colère lorsqu'on a vu les différentes percées de l'extrême droite. Et lors de la dernière dissolution, beaucoup d'entre nous ont eu peur que l'extrême droite arrive en tête des dernières élections. Heureusement, c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête des dernières élections, mais avec Michel Barnier, Premier ministre, on peut légitimement retrouver cette peur. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour combattre l'extrême droite? Il y a toujours les mêmes débats sur comment on lutte contre l'extrême droite. Vous avez certaines personnes qui s'en plaignent, comme si jamais la percée de l'extrême droite serait surnaturelle. Alors qu'en réalité, non, elle n'est pas surnaturelle. Elle est structurelle, et c'est ça qu'on va chercher à montrer dans ce débat. On a aussi certaines personnes qui nous expliquent que pour réussir à lutter contre l'extrême droite, il faudrait chercher à la contourner. Il faudrait chercher à davantage parler de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. On a notamment certaines personnes qui nous expliquent que lutter contre le racisme, ce serait faire de l'ethnicisme, ou ce serait faire du clientélisme. C'est les mêmes personnes qui se retrouvent à avoir Bayrou et Bluespot sur leur tract et à être acclamées plus tard par Cyril Hanouna. Je n'en dirai pas plus, vous les reconnaîtrez. Non, lutter contre le racisme, ça ne fait pas monter l'extrême droite. Au contraire, c'est ça qui l'a fait baisser. Parce que quand on lutte contre le racisme, premièrement, on fait son devoir de militante et de militant politique. Moi, j'ai le souvenir pendant cette élection de mes amis qui sont enfants d'immigrés et qui me racontaient leur peur et qui me racontaient aussi leur vie. Parce que le racisme, c'est quand vous êtes au collège, au lycée, que vous sortez de l'établissement, vous vous retrouvez encore à avoir le contrôle au faciès. Puis ensuite, une fois que vous sortez de l'école, vous cherchez un logement, vous cherchez un travail. Et là, encore une fois, vous avez des difficultés. Pas parce que vous êtes moins bon que les autres, pas parce que vous êtes moins sympa que les autres, mais parce que vous n'êtes pas blanc. Et on a un devoir de militante et de militant politique de lutter contre cela, et c'est cela qui nous permettra de lutter contre l'extrême droite. Alors, pour pouvoir s'intéresser aux causes structurelles de la montée de l'extrême droite, on va avoir des invités, et j'aimerais commencer par une première question pour toi, Samboy. L'idée de ce débat, on l'avait notamment eu avec mon équipe quand on avait repensé à ce qui s'était passé sur la scène de Touche pas à mon poste, où j'avais critiqué Vincent Bolloré. Il y a eu des centaines et des centaines d'articles, mais il n'y a pas eu un seul article sur ce qui était véritablement intéressant. La dénonciation de Bolloré qui profite du système de la France-Afrique pour exploiter sur le continent africain et derrière qui utilise ses chaînes télé pour critiquer l'immigration et propager des idées racistes. Alors, Sunboy, voilà ma question. Toi qui as consacré une chaîne YouTube sur la question de l'histoire coloniale, ou plutôt sur la question des peuples colonisés et de leurs héritiers, à quel point la chose raciste, la colonisation, la traite négrière ont façonné notre société et comment on peut expliquer que c'est sur cela que s'appuie l'extrême droite pour faire des percées électorales? Grosse question, merci beaucoup Louis pour l'invitation, je suis hyper content d'être là. C'est la première fois à la fête de l'humanité, donc je découvre un petit peu. Ouais. J'ai envie de dire, moi en tout cas ce que je fais dans mon travail c'est d'essayer de vulgariser l'histoire coloniale française, qui est une histoire très mal connue, trop mal connue, qui commence déjà à l'époque de l'esclavage, voilà, dans les Antilles, dans les Amériques, Malcolm pourra aussi en parler, et qui se poursuit jusque dans les années 70 en Afrique, en Asie, et jusqu'à aujourd'hui encore avec différents territoires dits d'outre-mer, qui continuent encore aujourd'hui avec leur indépendance, ou en tout cas à avoir des revendications politiques fortes. Et la chose que j'ai envie de dire qui est très importante, c'est que le racisme, il faut comprendre d'où il vient, quel est son but, son utilité dans la société. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Le racisme, c'est un outil mis en place par les régimes coloniaux pour permettre l'exploitation des populations non blanches et pour permettre l'exploitation des terres et des ressources d'autres pays que l'Europe. Donc ça va être le cas dans les Amériques, ça va être le cas en Afrique, ça va être le cas en Asie ou en Océanie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Le racisme, c'est pas quelque chose qui est inné à chaque personne qui serait dans nos têtes depuis qu'on est enfant. C'est vraiment un système qui a été construit pendant des années pour justifier l'exploitation d'une partie de la population par une autre. Et donc,
être antiraciste aujourd'hui, penser l'antiracisme aujourd'hui, c'est aussi être capable de regarder l'histoire coloniale, de comprendre ce qu'est l'histoire coloniale et de voir comment elle a façonné le racisme actuel. Et c'est ça que moi j'essaie de faire sur cette chaîne. Et donc par rapport à Bolloré, comme tu en parlais, c'est un des grands acteurs aujourd'hui de l'extrématisation de la France. Et avant ça, il a racheté tout un tas d'entreprises portuaires et en fait, de trains, de différentes infrastructures qui permettent d'acheminer les richesses de l'Afrique vers le reste du monde. Donc il avait comme ça un empire portuaire, commercial en Afrique. Et en même temps, il a racheté récemment les chaînes groupe Canal+. Et il a vendu une partie de cet empire africain. Donc il y a un truc très étrange. Et en même temps, avec Canal+, aujourd'hui, si vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans différents pays, ça reste la chaîne ou le bouquet principal que les personnes consomment. En fait, c'est du Bolloré. Donc il a une influence à la fois ici et à la fois sur le continent, avec aussi cet enjeu sur la circulation des ressources. Et ça, c'est un truc qui est vraiment un des plus explicites de comment aujourd'hui la domination coloniale capitaliste fonctionne toujours et est toujours active, mais il y a encore plein d'autres petits exemples qu'on pourra peut-être détailler dans cette discussion. J'espère que j'ai un petit peu balisé les bases de ce que tu voulais comme réponse. Est-ce que quelqu'un veut rebondir par rapport à ça? Je passe la parole au grand Malcolm Ferdinand. Alors, on peut applaudir. Jam, merci, merci Louis pour l'invitation et merci à nos camarades et merci à vous d'être là. C'est toujours un bonheur de pouvoir partager en fait un ensemble de travaux. Et j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que Sombo vient de dire. Si ce n'est que le racisme n'est pas qu'une question morale et que le cas Bolloré, il explique vraiment bien comment le racisme est intrinsèquement lié à une manière d'habiter la Terre. Il y a une manière d'habiter la Terre qui est raciste, qui est coloniale. Et qu'au fond, quand on a des discriminations au logement, quand on a une difficulté à trouver un emploi, ce qu'on dit, c'est qu'on refuse à une partie de la population le droit d'habiter la Terre, sainement, dignement. Et là, je peux enchaîner sur autre chose. Oui. Bah oui. En fait, la question, pour moi, c'est comment on lutte contre le racisme. Et comment on lutte, et avec quels outils, avec quels concepts. Et je pense qu'il faut pouvoir parler de certaines choses. Aujourd'hui, l'UMA, on a invité Anja Davis. Et vraiment, je mets en garde l'idée de vouloir célébrer une grande figure que j'adore, par ailleurs, sans pour autant recevoir tous les outils critiques, tous les outils notamment qui sont développés aux États-Unis pour penser la question du racisme. Et deux concepts qui sont importants et que je vous invite à travailler. D'une part, il y a le concept de blanchité, qui est un concept extrêmement important aux États-Unis. Quand on parle de noirs, d'arabes, de rouges, d'autochtones, en fait, on oublie que ce sont des constructions socio-raciales, mais que derrière ces constructions socio-raciales, il y a aussi la catégorie du blanc, qui est aussi une construction socio-raciale. Donc, qui n'est pas uniquement lié à la couleur de la peau, mais qui est lié à un ensemble de privilèges, d'attitudes, de pratiques. On peut dire que Bolloré est un exemple type de la blanchité, mais qui est pareil en rapport avec la façon d'habiter la Terre. Le deuxième concept que je vous exhorte finalement à manipuler est celui de capitalisme racial. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme racial? C'est une façon de penser le capitalisme qui est né en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud nous parle beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ont pris le lead pour lutter contre ce qui se passe, le génocide en fait en Palestine. Et oui, on peut les applaudir. Et qui montre qu'en fait, les méfaits du capitalisme ne sont pas universels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... les personnes subissent de manière différenciée les effets du capitalisme selon les lignes socio-raciales. Et que c'était le cas lors de l'apartheid. Il y a un livre qui est extrêmement important, qui est un livre de Cedric J. Robinson, qui s'appelle Marxisme noir, Black Marxism. Ce livre, il est paru en 1983, en Angleterre, pardon, dans le monde anglo-saxon. Il a fallu attendre 40 ans pour qu'il soit traduit en français. Donc ça veut dire qu'en fait, dans tous ces autres espaces, dans le monde où on travaille l'héritage colonial, où on travaille la question du racisme, on a ces outils à disposition. Pourquoi?
dans les cercles militants et universitaires en France, on fait comme si on n'en aurait pas besoin. Comme si la France serait de manière innée, douée, apte et équipée pour pouvoir penser ces questions-là. Donc voilà, c'est juste un peu une façon de jeter quelques petits indices pour penser la chose. Justement, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Une écologie décoloniale. Et dans ce bouquin, tu penses l'écologie, notamment en parlant de l'histoire caribéenne. Et tu développes notamment un concept qui est le concept de double fracture. En gros, tu expliques que l'écologie et les luttes décoloniales ne se sont pas rencontrées et que même l'écologie a pu être mise en avant à condition de mettre sous silence la question décoloniale. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce concept? Ouais, vas-y, carrément. Non, ok. En fait, en général, quand je présente ce livre, on me dit mais pourquoi tu as eu besoin de raccrocher la question coloniale à la question écologique quoi, en fait, qu'est-ce que tu viens nous embêter à créer des divisions? Là, au contraire, ça devrait être l'harmonie, l'union. En fait, je renverse la question. Je me dis, dans une modernité occidentale qui a commencé depuis le XVe siècle, le moment où la Terre devient pensée comme une seule et même chose, une totalité, que l'on peut mesurer avec des ressources finies. Hein, la dite découverte, qui n'est pas une découverte du nouveau monde. Bon. Et en fait, depuis ce moment, depuis 500 ans, on a assisté à un ensemble de ravages, de destruction, à la fois des écosystèmes, des équilibres physico-chimiques, mais aussi une déshumanisation de l'ensemble de peuples autochtones de la Terre. Donc ce qui se passe au Kanaki aujourd'hui, ça ne date pas, ça date pas d'aujourd'hui. Et la question c'est, en fait, comment un petit groupe de personnes, parce que c'est un petit groupe de personnes, a pu imaginer une pensée de la préservation de la Terre sans avoir à se confronter avec ceux dont la destruction a permis la destruction de la Terre. C'est-à-dire comment préserver l'environnement sans préserver sans se soucier plutôt des peuples autochtones qui sont celles et ceux qui étaient au plus proche de la Terre. Donc en fait, je renverse la question en disant mais comment vous avez séparé la question coloniale de la question écologique ou environnementaliste plutôt. Et donc l'enjeu pour moi en pointant cette absence, c'est de montrer que toute politique écologiste qui ne se soucie pas de la question coloniale, qui ne se soucie pas de la question du racisme, est vouée à l'échec. Ou alors est vouée précisément à reproduire une forme d'habité de blanchité et reproduire des solutions qui, comme on le voit encore aujourd'hui dans différents contextes, y compris en Afrique de l'Est, y compris par le WWF, en fait, vont déployer des solutions qui sont discriminantes, qui sont racistes. On pense l'écologie comme le fait de retirer les peuples des espaces. Donc la proposition de la question décoloniale, et je vais terminer là-dessus parce que j'ai parlé trop longtemps, mais en vrai, ce que je pointe sur la question de l'écologie pourrait être pointé dans plein d'autres espaces militants, politiques et de travail intellectuel en France. La vraie question pour moi est la suivante. Comment la France fait-elle face à son histoire coloniale, à son passé colonial? Comment imaginer un monde au sortir de la colonisation et de l'esclavage? Et ça serait naïf de se dire qu'une façon de faire, une manière de se relationner avec les êtres vivants, avec les êtres non vivants et les êtres non humains, qui a été sédimentée pendant des siècles par un simple décret d'abolition de l'esclavage ou un simple décret de reconnaissance d'indépendance ou de départementalisation dans le cas des territoires d'outre-mer, alors tout ça serait effacé. C'est-à-dire les manières de se relationner, les manières de faire monde, ce serait arrêté. Au contraire, moi je pense qu'il est temps maintenant de mettre en place des relations décoloniales qui durent dans le temps. Voilà comment, à mon sens, on peut comprendre ce qui se passe en Palestine, en Kanaki, et dans les territoires d'outre-mer, où les droits fondamentaux d'accès à l'eau, par exemple, à l'éducation, ne sont toujours pas respectés. Pour rebondir sur ce que disait Malcolm, il y a un truc très important à comprendre quand on parle d'écologie. Moi,
découvert l'idée, l'association entre écologie et décolonisation en lisant le livre de Malcolm. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ça tourne sous le sens, parce que quand on regarde l'histoire coloniale française, c'est véritablement... En fait, l'objectif de la colonisation, c'est pas d'envoyer des méchants blancs, je sais pas, tabasser des gens en Afrique ou ailleurs. L'objectif de la colonisation, c'est d'envoyer des personnes qui vont prendre le pouvoir politique, qui sont en minorité, mais qui vont prendre le pouvoir politique sur des espaces plus grands, et qui vont pouvoir exploiter ces ressources au bénéfice de la métropole. Et du coup, ces ressources, c'est principalement des plantes, des minéraux. C'est vraiment la question de l'écologie, elle est au cœur même du processus colonial, c'est-à-dire que c'est un processus vraiment d'exploitation du vivant. Avant tout, c'est vraiment ça son but, sa raison d'être, c'est de pouvoir exploiter le vivant. Et donc, quand aujourd'hui on dit l'humain a détruit la planète, ou l'humain produit, pendant depuis des siècles, le capitalisme a détruit la planète, il faut vraiment faire l'effort de comprendre la manière dont c'est arrivé, l'histoire qui a permis que cela arrive, et c'est pas l'humain de manière générale, c'est une certaine forme d'habiter la Terre, c'est ce que dit Malcolm, donc cette forme de blanchité et d'exploitation particulière du vivant, et cette forme d'exploitation coloniale. Et donc, la lutte aujourd'hui, et c'est là où Bolloré me permet de faire vraiment le pont, c'est que Bolloré, lui, il poursuit vraiment cette manière d'exploiter le vivant, et il le maintient en place les réseaux d'exportation aujourd'hui, il a vendu ses activités, il y a eu 2 3 qui a pris le relais, mais en tout cas, il y a toujours ces mêmes mécanismes, ces mêmes routes commerciales d'exploitation, de faire sortir le minerai par un seul train qui arrive à tel port, qui le ramène à tel port. C'est le même trajet que font les ressources depuis l'époque coloniale. Et ça, c'est un point très important. Et au-delà de ça, il y a aussi la question, par exemple, en France, du nucléaire. Je vais faire un truc très simple, mais pour avoir la technologie ou le nucléaire qu'on a aujourd'hui, il a fallu faire des tests en Algérie, donc dans les colonies, ou bien dans le Pacifique, en Polynésie. Il y a des documentaires qui commencent à sortir sur cette histoire. Mais voilà, tout plein de pièces importantes, maîtresses de la modernité occidentale et de ce qui fait notre, entre guillemets, progrès et développement, sont liées à des questions profondément écologiques et d'exploitation coloniale. Et ça, c'est un point hyper important à comprendre. Et après, on reviendra peut-être sur les questions sociales aussi, de l'impact de la colonisation sur le social au-delà de la sphère écologique. Voilà. On reviendra après sur la question, sur cette question-là. Dans ce que tu disais, Malcolm, en disant il faut que la France elle regarde son histoire coloniale pour être capable de répondre aux enjeux présents. C'est là où nous on explique justement que pour affronter l'extrême droite, vous ne pouvez pas contourner la question du racisme, parce que le racisme c'est l'héritage de cette histoire coloniale. Et si jamais vous cherchez à contourner la question, vous contournez l'éléphant dans la pièce. Et donc justement vous donnez le point à l'extrême droite qui elle justement cherche à maintenir ce système colonial. Et notamment pour s'intéresser, du coup, parce qu'on est beaucoup allé sur l'écologie, il y a aussi du coup une forme d'écologie d'extrême droite qu'il cherche à installer. On peut appeler ça l'écofascisme, on peut appeler ça le greenwashing d'extrême droite. Ce ne sont pas les mêmes concepts, et toi d'ailleurs, tu as beaucoup travaillé sur la question. Toi d'ailleurs, tu préfères parler, Daphné, tu préfères parler d'écologie d'extrême droite réactionnaire. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre les concepts d'écofascisme, de greenwashing d'extrême droite? Quels sont ces concepts et surtout comment est-ce que l'extrême droite cherche à les installer aujourd'hui dans le débat et dans la scène politique présente? Alors du coup, pardon, est-ce que... Ouais. Désolée, j'ai vraiment pas l'habitude de ça, je déteste ça, mais du coup, en fait, il y a plusieurs strates dans la question. Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est, on va dire, si on regarde, il y a plusieurs types d'extrême droite en France. Ça va être idéologie ce que je dis, mais il y a plusieurs types d'extrême droite. Il y a l'extrême droite électoraliste et l'extrême droite qui est plus musculaire, plus théorique. Il faut bien comprendre que ces extrêmes droites, elles sont profondément interconnectées, elles se nourrissent les unes les autres. Il y a des gens qui sont dans les deux, etc. Enfin, tout va ensemble. Mais il y a un petit peu deux facettes. Et la première facette, du coup, c'est l'extrême droite électoraliste. En France, on a deux partis principaux. Donc, Reconquête, Éric Zemmour, qui n'en a juste rien à foutre de l'écologie. Ils écrivent rien dessus, ils produisent rien dessus, ils n'ont pas de programme dessus. Limite, eux, on peut les évacuer direct. S'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit sur eux, puisque ils n'en parlent pas. Et après, il y a la question du Rassemblement national. Le Rassemblement national, on peut l'aborder sur plusieurs aspects. Le premier, c'est Marine Le Pen. Elle aime beaucoup dire que le Rassemblement national est le premier parti de France à avoir eu un programme écologique. C'est faux. En fait, ce qu'elle elle s'appuie là-dessus sur un élément d'un programme des années 70, j'ai oublié l'année exacte, je suis désolée,
donc un élément d'un programme qui en fait parlait de la défense des terroirs et des paysages, ce qui n'est pas du tout la même chose que la défense, une défense écologique. Et ça permet de comprendre comment est-ce que le Rassemblement national aborde la question climatique, écologique, etc. C'est systématiquement une question de défense du territoire, en fait. Et par territoire, évidemment, on parle d'un territoire français. Ça va être la défense, par exemple, des bocages, ce genre de choses. Voilà, c'est une approche qui est profondément identitaire parce que le Rassemblement national est identitaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Rassemblement national, c'est un parti qui est profondément productiviste, qui est capitaliste, mais qui est aussi productiviste. Et qui, donc, du coup, a dans son programme et dans la manière dont il se construit politiquement, et dans son projet politique, parce que c'est un projet politique dont on ne veut pas vous mettre ça en l'air, dans son projet politique, il y a cette croissance perpétuelle qui est celle du capitalisme. Voilà, c'est un productivisme qui ne peut pas être écologique. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'approche, je vous ai vraiment très condensé ça, voilà, mais c'est l'approche du Rassemblement national. Et ensuite, après, il y a la question de comment est-ce que les autres théoriciens d'extrême droite se posent la question de l'écologie. Et alors là, on a plusieurs approches. On a ceux qui vont avoir une approche qu'on appelle malthusianiste ou néo-malthusianiste, qui va être celle de dire qu'on a un problème en fait de démographie, que c'est la quantité de population humaine qui tue la Terre. Et donc du coup, ouvrir cette question-là, ça veut dire ouvrir la question de la réduction de la population. Et donc c'est tout le temps les mêmes types de populations qui vont être visées par cette idée de réduction de la population. Évidemment, ça va être notamment le continent africain, le sous-continent indien. Enfin voilà, c'est toujours des populations racisées et des populations colonisées qui vont être visées par cette idée de réduction de la population. Voilà, encore une fois, là, il y a une intersection avec le colonialisme qui est profond et évident. Et après, sur la question du terme sur la question du terme écofascisme, en fait, l'écofascisme, c'est un chercheur qui s'appelle Antoine Dubio, qui a écrit un livre qui s'appelle Écofascisme avec un S, que je vous recommande très fortement, qui le définit de deux manières. L'écofascisme, c'est l'écologisation, ça peut être soit l'écologisation du fascisme, c'est-à-dire le fascisme qui commence à s'intéresser à la question écologique et à l'intégrer dans son programme. Alors, on va trouver ça chez certains groupuscules, je pense pas. L'Union populaire, qui est un groupuscule néofasciste de Lyon, héritier du Bastion social, tous les ans fait un forum de l'écologie intégrale. Voilà, donc qui se pose des questions écologistes. Il y a les anciens de la Manif pour tous, Mariette Durano, Gauthier Bess, etc., qui ont entre-temps fondé une revue qui s'appelait la Revue Limite, revue d'écologie intégrale, qui aujourd'hui, par exemple, sont en train d'essayer de fonder un espèce d'éco-hameau catholique, écolo, etc., qui n'est pas du tout progressiste, ne fait pas du tout partie de la transition sociale. Et voilà, bon, ça c'est l'écologisation du fascisme. Et après, il y a la deuxième partie qui est qu'on ne peut pas empêcher les fascistes de s'intéresser à la question écologique. Ça, on ne pourra pas leur enlever le fait qu'ils écrivent des choses sur l'écologie, même si c'est de la merde, pour résumer. On ne peut pas leur enlever ça. Par contre, ce sur quoi nous il faut qu'on soit vigilant, c'est la partie de la fascisation de nos écologies. C'est-à-dire l'arrivée insidieuse de pensées fascisantes dans nos écologies. Ça va être notamment des positions très réactionnaires sur des positions qui ne sont pas du tout progressistes, sur les rôles genrés, sur le refus des transitions, le refus de la PMA, par exemple. Ça va être toute cette idée essentialisante de l'être humain. Donc, du coup, souvent, ça se voit très fortement dans les questions de genre ou dans les questions de race. Facile. Je pense qu'on pourra revenir dessus après. Et voilà, cette idée d'un retour à la terre, etc. Et voilà, c'est donc les deux branches de l'écofascisme, on va dire. Il y a cette écologisation du fascisme contre laquelle on ne peut rien faire, en fait. Et cette fascisation de notre écologie, ou de nos écologies d'ailleurs, parce que je pense qu'on peut le dire au pluriel, qui, pour le coup, ça c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très vigilant. Et donc voilà, je vous renvoie à Antoine Dubio qui le dit beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Vous l'avez noté ? Je vais rebondir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et tout. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais à la fin, la fascisation de nos écologies. Et je pense que ce que moi je vais essayer de développer dans cette discussion en général, c'est de dire il y a aussi un travail extrêmement important de déconstruction de la gauche et de la gauche aussi dans l'écologie, qui est, en fait, pour moi, c'est ça le plus important pour lutter contre l'extrême droite. C'est-à-dire que, ok, il y a la fascisation de nos écologies qui arrive, mais avant même que la fascisation de l'écologie arrive, on était
on n'était pas hyper loin en fait. C'est ça aussi qu'il faut capter. Et c'est pour ça que on disait tout à l'heure même avec Malcolm, mais la question coloniale, elle n'était pas prise en compte. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de la fascisation pour que le problème existe. Et du coup, les deux sont importants, donc faire attention à ce que produit l'extrême droite et comment l'extrême droite influence les valeurs, c'est important. Mais si l'extrême droite a autant d'influence, c'est aussi parce que, en tout cas sur les questions de racisme, d'histoire coloniale, etc., le travail est quasiment à zéro en fait. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre pour réussir à développer un argumentaire contre l'extrême droite. Ça ne va pas être juste en tapant ce qu'ils font, ça va être en construisant quelque chose de solide de notre côté aussi. Il y a aussi un truc que j'ai oublié sur la fascisation de nos écologies à nous. Moi, j'ai un exemple qui est très concret, qui est dans l'actualité très récente. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Paul Watson de Sea Shepherd. Bon, Paul Watson, en ce moment, t'as tout le monde qui le défend parce qu'il a été emprisonné et il n'aurait pas dû être emprisonné, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas pour le fait qu'on emprisonne des militants. Par contre, ça ne change pas que c'est un gros chien de la casse. Désolé de la formulation, mais enfin, voilà. En fait, Paul Watson, c'est quelqu'un qui refuse la notion de lutte décoloniale dans l'écologie. C'est quelqu'un qui pense profondément que la démographie humaine, c'est le problème. Le réchauffement climatique, il s'en fout. Pour lui, c'est qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Et ce que je disais tout à l'heure sur les malthusianistes qui veulent réduire la population, ce type-là en fait partie. Ce type-là ne devrait pas être célébré dans nos espaces. Ça ne veut pas dire que Sea Shepherd, dans son ensemble, c'est de la merde. D'ailleurs, il s'est fait virer de Sea Shepherd. Donc, voilà. Mais voilà, c'est aussi la question de se poser toujours la question de qui sont ces gens qu'on pose sur un piédestal, sur un piédestal et qu'on ne critique pas, alors que c'est des gens qui ont des pensées qui, pour le coup, sont fascinantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fascistes, mais elles sont fascisantes. Il y a une différence entre les deux. Justement, j'avais une question pour toi, Malcolm. Là, du coup, on est en train, et je vous remercie dans la façon dont tout ça a été détaillé. Du coup, se pose la question d'avoir des mouvements écologistes qui, en même temps, sont des mouvements décoloniaux. Est-ce que vous avez des exemples de mouvements écologistes et décoloniaux? Malcolm, notamment, est-ce que tu peux nous parler du mouvement pour la justice environnementale aux États-Unis? Et est-ce que vous avez des exemples, pour ce qui est ce mouvement qui est intéressant aux États-Unis, mais aussi peut-être des initiatives qui existent actuellement en France, et peut-être même des conseils pour la gauche? Tout à fait, tout à fait. J'en profite aussi pour rebondir. Non, mais désolé, vas-y, évidemment. La discussion. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit, et notamment ce qu'a rappelé Sunboy, c'est-à-dire que, en fait, l'idée qu'il y a une écologie qui est là, qui est bonne, qui est naturellement bonne, qui est naturellement de gauche, et qui serait fascisée, c'est une idée qui, à mon avis, qui n'est pas correcte. En fait, ce qu'on dit, c'est que dès le départ, dès la naissance de l'histoire du mot écologie et des mouvements environnementalistes, y compris des mouvements de conservation, il y avait déjà parfois des pensées fascistes, complètement racistes, parfois esclavagistes, et cet examen critique de les pensées de la philosophie environnementale, de l'éthique environnementale, des pensées écologistes de gauche, n'a toujours pas été fait. L'exemple typique est celui de la représentation de la France. Quand on parle de la France, et si on demande à n'importe quel étudiant ou jeune écolier, tiens, passe-moi sur une carte la France. On va tout de suite mettre le doigt sur ce petit bout de terre qui est européen, etc. Mais jamais, dans cette représentation, on va inclure tous les territoires qui sont encore sous domination, enfin sous contrôle français, et qui permet à la France aujourd'hui de se revendiquer comme une nation qui habite 3 océans. Océan Indien, Pacifique et Atlantique. Je suis martiniquais. Je suis considéré comme un ultramarin. Et pourtant, dès lors qu'il s'agit de se dire mais quels sont les penseurs ou les pensées ou les mouvements écologistes français, alors ce qui se passe à La Réunion, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, en Guadeloupe ne sont pas abordés. Et cette forme d'invisibilisation fait partie du problème. Mais tout cela, ça permet de toucher à l'imaginaire. L'imaginaire. Quel est l'imaginaire de la France? Quel est l'imaginaire national?
Et là, peut-être que tu pourras nous éclairer ce mot, mais en fait, on a créé un imaginaire national français qui est un imaginaire de la blanchité, qui ne permet pas de reconnaître finalement non seulement en l'autre non blanc, racisé, une personne humaine digne, mais aussi une personne capable de penser, une personne avec laquelle, des personnes avec lesquelles, pour habiter la Terre, je dois composer. Et donc en fait, je suis reparti à côté de ta question, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais prendre tout le temps, mais en fait pour moi c'est ça la question. Quand on parle de déboulonnage, quand on parlait, et ce mot aussi a beaucoup travaillé là-dessus, quand on parle de changer l'espace public, en fait on parle de changer l'imaginaire du monde. Et il faut qu'on crée un autre imaginaire pour sortir de la colonisation, sortir de l'esclavage. C'est comme ça, à mon sens, qu'en fait, on a un monde qui est beaucoup plus divers, beaucoup plus pluriel, beaucoup plus beau à inventer, à créer. Et ça passe par ça. Il faut qu'on puisse irriguer notre imaginaire de quelque chose de beaucoup plus digne que ce que nous a bassiné depuis Saint-Césaire. Je peux rebondir sur l'imaginaire. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on imagine la France, justement, comme disait Malcolm, comme ce petit territoire qui est en fait seulement la France hexagonale européenne. Mais en fait, jusque dans les années 60, c'était pas le cas. Quand les gens pensaient la France, c'était l'empire colonial français. Et la France, c'était la métropole. Elle était ce qui lui donnait sa force et sa grandeur, c'était le fait d'être la capitale du monde, d'un monde gigantesque. Et c'est ce qu'on apprenait aux enfants pendant plusieurs dizaines d'années, pendant un siècle, que la France c'était la capitale de l'empire et qu'il y avait des millions d'indigènes au service de la France. Et donc les personnes non blanches étaient présentes dans l'imaginaire français en tant que population au service et alliées en fait de certaine manière à construire la France. Et donc il y a dans les livres d'histoire, etc., tu vois le riz qui nous vient d'Indochine, le chocolat qui nous vient de Côte d'Ivoire. D'ailleurs très important au niveau de la question de l'habité coloniale, de l'exploitation, le chocolat qui est produit donc, du cacao. Je ne sais pas si vous savez comment il produit le chocolat. Et c'est assez incroyable que la Côte d'Ivoire ou différents pays d'Afrique de l'Ouest sont les principaux producteurs de chocolat, enfin de cacao en tout cas. Mais en fait c'est un truc qui ne se consomme pas sur place, ça n'a aucun usage, vraiment aucun. Et c'est seulement les colons qui ont imposé la culture du cacao, ce qui fait que c'est des pays qui vivent entièrement sur la production de cacao, qui ne consomment pas ni en produits de nettoyage, ni en rien du tout. Il n'y a pas d'usage du cacao. C'est simplement fait pour que ce soit exporté et qu'on le mange en pensant que c'est du chocolat de Suisse, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on imagine. Bref, en tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau du cacao qui est très 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 intéressant. Contrairement à d'autres produits coloniaux qui se consomment ou qui peuvent avoir des usages, le cacao, il n'en a vraiment aucun. Bref, je referme cette parenthèse. Tout ça pour dire que pendant longtemps, on avait un imaginaire de cette diversité, et à un moment, cet imaginaire a été coupé dans un moment en fait où la France a perdu entre guillemets son empire. En tout cas, elle a perdu le fait de pouvoir dire qu'elle possédait un empire, mais elle a continué à maintenir des relations en réalité avec l'empire. Et à ce moment-là, il y a comme une sorte de honte ou de tabou qui s'est généré sur l'histoire coloniale et qui fait que d'un seul coup, on se refocalise complètement sur la métropole, on oublie l'histoire coloniale, on oublie que pendant un siècle, on était la capitale de l'Empire, et on se retrouve à réinvestir l'identité blanche de manière aussi intense qu'en fait, l'intensité à laquelle on a réinvesti est à la hauteur de l'intensité de la honte ou de la déception d'avoir perdu l'Empire. Et c'est cette espèce de truc aussi qui est important et dans lequel, moi je pense, et là c'est encore une fois ce que je vais répéter, mais que la gauche a beaucoup à faire, à travailler sur cette question-là. C'est-à-dire que, encore une fois, avant de taper l'extrême droite, qu'est-ce que le nom extrême ? Et c'est là où il faut qu'on réfléchisse comment on travaille avec cette espèce de deuil qu'on n'a jamais pu faire en fait de l'Empire et qui nous hante complètement et qui nous rend aveugles à ce qu'a été la France et ce qu'elle est aujourd'hui. Sur le terme métropole, par exemple, c'est un terme qui est encore utilisé aujourd'hui dans la classe politique. Et j'ai un de mes collègues de la France Insoumise qui s'appelle Jean-Philippe Taylor, qui est vraiment incroyable,
qui, même dans le groupe de la France Insoumise, même dans la gauche, venaient nous voir et disaient « Arrêtez de dire métropole, sinon vous nous appelez colonie ». Et c'est important, même pour justement vous expliquer la gauche, les sujets sur lesquels il faut qu'elle déconstruise, on ne dit pas métropole, on dit l'hexagone. Et je voulais justement, on a un peu bifurqué, mais tant mieux, c'est de la discussion sur la question du coup ultramarine. Et on voit que l'extrême droite, elle fait des percées électorales dans les zones ultramarines. Est-ce que Daphné, tu peux nous expliquer un peu quel peut être le rapport du Rassemblement national et de l'extrême droite en général par rapport à la question ultramarine? Je pense qu'il y a un truc qui est très constitutif dans le Rassemblement national, c'est le rapport à l'Algérie française. Alors du coup, l'Algérie française n'existe plus. Merci. Le rapport à l'Algérie française, il y a une très grande nostalgie au Rassemblement national de l'Algérie française, notamment parce que dans les fondateurs du Rassemblement national et même aujourd'hui les candidats du Rassemblement national, il y a des gens qui sont liés à l'OAS, l'Organisation de l'armée secrète, qui est une organisation terroriste qui avait pour but de maintenir la colonisation française en Algérie. L'organisation terroriste qui a fait des milliers de victimes, c'est pas rien. Et voilà, il y a une très grande nostalgie de l'Algérie française. C'est aussi profondément inscrit dans l'histoire du Rassemblement national, simplement avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a pratiqué la torture en Algérie. Là-dessus, je vous renvoie notamment à l'ouvrage de Fabrice Tispetti sur Le Pen et la torture en Algérie, qui est vraiment extrêmement bien documenté. Mais voilà, juste pour résumer, Jean-Marie Le Pen se baladait avec ses camarades militaires et torturait des Algériens avec un couteau de jeunesse hitlérienne. Voilà, ça donne un petit peu le temps. Et en fait, ce rapport à l'Algérie française, c'est un rapport qui, à mon sens, va arriver au moment de la libération de la Kanaki. Cette libération de la Kanaki va arriver un jour, c'est une évidence. L'histoire va dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ça va arriver un jour. Et voilà, ce rapport à l'Algérie française qui est une colonie, qui est une terre qui n'est pas française, mais qui était considérée comme française et considérée comme légitimement française et de droit français et tout, c'est la même chose que ce qu'on a par exemple en Kanaki et ce qu'on peut avoir aussi dans les autres territoires ultramarins. Voilà, c'est vraiment ce sentiment, non seulement, là je parle d'un point de vue politique, non seulement de propriété, mais aussi de légitimité dans cette propriété de ces territoires. Donc ça, c'est la première partie de comment est-ce que le Rassemblement national se positionne par rapport à ça. Et ensuite, oui, il y a une montée de l'extrême droite dans les territoires ultramarins au niveau électoral, pour deux raisons. Premièrement, il faut se poser la question de quel type de population vote dans les territoires ultramarins. Une bonne partie des populations colonisées dans ces territoires ultramarins ne votent pas, tout simplement. Donc ne va pas voter pour le Rassemblement national ou pour la gauche, puisqu'ils ne vont pas voter tout court. Et ensuite, les gens qui vont voter sont aussi des gens qui ont un intérêt à maintenir en place le système colonial actuel, notamment en Kanaki, et donc du coup à maintenir en place, notamment faire monter aussi l'extrême droite. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a aussi toute cette création d'un système, notamment autour du fantasme de l'arrivée des Comoriens, par exemple, sur les territoires français, qui seraient du coup des envahisseurs. Et ça, en fait, c'est les mêmes dynamiques que ce qu'on a par rapport à l'immigration extra-européenne en France, et notamment à l'immigration en province du Maghreb. Voilà, c'est les mêmes dynamiques. Et en fait, c'est juste une transposition sur les territoires d'outre-mer, les mêmes dynamiques. Je ne sais pas si c'était très clair. Et je pense que vous avez des choses plus pertinentes à ajouter. En Martinique, si on dit à un Martiniquais, en fait, tu es ultramarin, c'est perçu comme une insulte. L'inverse aussi, ouais, parce qu'en fait, effectivement, comme tu l'as rappelé, le mot outre-mer fonctionne en couple avec métropole, outre-mer, métropole, colonie, et que je retrouve aussi là, avec les collègues scientifiques, chercheurs, etc. Mais si, pour suivre l'exemple, on demande à un écolier ou une écolière, en fait, où se trouve l'outre-mer? Où se trouve l'outre-mer? Où placer l'outre-mer sur une carte? C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'outre-mer n'existe pas. En fait, c'est un lieu imaginaire. L'outre-mer, c'est même pas une indication géographique. Le mot même, si on s'intéresse au mot, c'est pas une indication géographique. La Martinique, on sait où c'est. La Réunion, on sait où c'est. La Kanaki, on sait où c'est. Saint-Pierre-Miquelon, on sait où c'est. Voilà. Donc, l'outre-mer est une fiction. C'est une fiction coloniale. On a encore un ministre
de l'Outre-mer, qui aujourd'hui est Darmanin, le ministre des Missionnaires, parce que le ministère est passé sous le coup du ministère de l'Intérieur. Moi, je milite avec un groupe, donc je suis partie d'une association qui s'appelle Observateur Terre-Monde, qui lutte pour montrer les formes d'écologie décoloniale dans tous les territoires ultramarins et anciennement colonisés. On vient de créer une revue qui circule, comme ça vous pouvez avoir on aperçoit ce qu'on fait, mais on milite pour le droit des peuples ultramarins de pouvoir opposer un veto au ministre de l'Outre-mer, avant de pouvoir retirer le ministère, mais au moins de pouvoir opposer un veto. Donc ça veut dire que si on avait ce droit-là aujourd'hui, on pourrait virer Darmanin. Non mais voilà. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement qu'on a affaire à un gouvernement profondément raciste, ce n'est pas seulement parce qu'on a affaire à un ministre de l'Outre-mer et de l'Intérieur qui est profondément raciste, en voulant renier le droit du sol à Mayotte notamment, mais on est dans une forme de délit de démocratie. Avant même ce délit de démocratie qu'on est en train de vivre, dans les territoires ultramarins, on représente près de 2 millions, un peu moins d'électeurs. En fait, quelle que soit l'issue de notre vote, ça n'a pas d'impact sur la formation du gouvernement. Donc en fait, ce que nous, collectivement, on est en train de voir aujourd'hui, c'est ce à quoi on est confronté. Et même mes parents, ils me racontaient qu'avant, les résultats du vote étaient déjà donnés en hexagone avant même qu'on ait fait voter. Mais donc les autres, enfin voilà, sur le sommet, j'ai pas grand-chose à m'ajouter, si ce n'est que ce sont des territoires qui, juste à présent, n'ont pas encore les droits fondamentaux respectés. Quand il n'y a pas d'eau en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau sur certains territoires. En fait, ce sont aussi des journées d'école, ce sont des écoles qui ferment, ce sont des hôpitaux qui ont du mal à fonctionner. Voilà, on parle de droits fondamentaux hein, pour vivre. Et bien sûr, des territoires qui, voilà, ont connu l'esclavage français, pour lequel aucune justice n'a été obtenue. Et que ce soit clair, c'est clair, l'abolition de l'esclavage n'est pas une justice. C'est bien. Non, c'est bien d'arrêter. Mais légalement, ça a été perçu comme une injustice pour les maîtres. Pour qu'on leur spoliait de leur propriété humaine. Au point où, en 1849, pardon, 7% de la dépense publique, 7%, donc ça correspondait à je ne sais pas combien aujourd'hui, a été octroyé pour rembourser les anciens maîtres. Et pareil, on a voulu faire une abolition de l'esclavage sans abolir les maîtres. Ce qui fait que par exemple, Martinique et Guadeloupe, on a encore une catégorie bien particulière socio-raciale qu'on appelle les béquets, qui contrôlent une partie de l'économie, qui ont mis en place le chlordécone, les bananeraies. Et pour terminer, puisque il y a aussi des membres du Parti communiste en fait, auxquels il faut s'adresser. En fait, quand certains responsables politiques du Parti communiste français ont du mal à comprendre comment les personnes racisées, finalement, n'ont pas confiance dans la police aujourd'hui, et ont du mal à formuler, reconnaître l'exigence antiraciste très claire, très précise, de la part d'une catégorie de la population, et qui après vont en Martinique récolter des voix pour les européennes. Fabien Roussel. En fait, il se fout de la gueule du monde. Moi, j'ai jamais rencontré, mais en fait, je le dirai en face, il se fout de la gueule du monde. Nous sommes des êtres humains qui avons le droit de penser et de formuler notre propre pensée sur la philosophie de liberté qui nous intéresse. Et lui, en fait, qu'il l'entende ou pas, mais en fait, lui, je m'en fous. Moi, je parle au Parti communiste et à la gauche en général. En fait, ce n'est pas un choix que vous avez. Vous n'avez pas d'autre choix que d'entendre, en fait. Et de sortir de ce silence qui donne l'impression que face au capitalisme, il y aurait un sujet universel, un sujet prolétaire universel. Ce n'est pas le cas. Par contre, il y a des alliances à tisser. Par contre, il y a des internationales à bâtir de chaque espace qui rend en fait quelque chose, qui rend un monde. Un monde où on peut venir se reconnaître, se rencontrer, chacun avec nos communautés, nos affiliations, qui luttent contre le capitalisme, qui luttent contre le racisme, qui luttent contre les formes coloniales qui continuent encore aujourd'hui en Kadiaki et en Palestine. Voilà le monde auquel j'aspire et auquel j'espère qu'on pourra aspirer tous ensemble.
J'allais revenir un peu sur ce que tu dis sur l'autonomie de nos pensées, en tout cas de personnes racisées, par rapport à la gauche et en général au spectre politique français. Et aussi revenir sur la question de l'Algérie et de la nostalgie dont tu parlais. Effectivement, aujourd'hui, l'extrême droite française, quand on parle de comment battre l'extrême droite, il faut comprendre qu'elle s'appuie, que l'un des plus gros moteurs de mobilisation extrême droite, en fait, c'est qu'elle est en train de ramener le discours colonial, notamment pied noir, qui existait pendant la guerre d'Algérie. Et tout ce qui va être la question du dévoilement, par exemple, des femmes, la question de comment la laïcité est traitée aujourd'hui en France, la question du séparatisme, du communautarisme religieux, la peur de l'islam qui serait incompatible avec la République. Tous ces thèmes, c'est des thèmes qui sont au cœur du discours colonial pendant la guerre d'Algérie. C'est vraiment le discours pied noir, le discours de l'Algérie française, c'est ça le discours. Et c'est ce discours qui est en train de remonter parce qu'on n'a pas pris le temps de le déconstruire, de l'étudier, on n'est pas revenu dessus. Et donc, on n'a pas produit de contre-arguments. Et on a l'impression que ce discours, il arrive naturellement, que oui, c'est parce que, effectivement, les musulmans, ils s'intègrent pas bien, ils sont pris comme ceci, comme cela. Non, les arguments existaient déjà il y a 60 ans, c'était les mêmes. C'est pas ce qui se passe actuellement qui est en train de générer ce discours. Et on n'a pas fait ce travail, et la gauche en partie n'a pas fait ce travail, je pense que c'était ça notre rôle à faire, aussi parce que, là tu parlais de Jean-Marie Le Pen qui avait le couteau, qui était engagé dans la guerre d'Algérie, mais il n'y avait pas que Le Pen, il n'y avait pas que l'extrême droite. Il y a Mitterrand, par exemple, qui a été ministre des colonies au début de la guerre d'Algérie. Il a un rôle dans cette affaire. Et pas que Mitterrand, là c'est lui comme exemple, mais beaucoup de forces politiques plus ou moins à gauche, et même la question de la position des communistes. Après, il y a plusieurs types de positions, mais quand même, il y a certains communistes qui ont préféré défendre l'unité nationale que le soutien à l'indépendance, en fait. Oui. Toute cette question-là, elle n'est pas clairement encore travaillée, fouillée, déconstruite. Et sans ça, on n'arrivera pas, encore une fois, je répète, mais à proposer un véritable contre-discours. Notamment parce que, du coup, souvent, ce qu'on va se contenter de faire, c'est de dire, regardez Le Pen ou bien Massoud, des grands généraux coloniaux pendant la guerre d'Algérie sont vraiment méchants, ils ont fait des trucs qui sont comparables aux nazis. Il y a une sorte de valeur morale qui va être associée à ça, qui est très négative, et ça va nous servir à nous dire, ok, ces gars-là sont vraiment pas bien. On n'a pas compris, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils défendaient concrètement, quel mode de relation ils défendaient, quel mode de représentation de l'autre ils défendaient. On s'est juste dit, il faut quelque chose qui n'est pas bien. Et moi, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que la morale n'est pas suffisante pour proposer des contre-arguments. Parce que si on se contente de ça, aujourd'hui, l'extrême droite, elle assume d'être les méchants. En fait, ils ont plus rien à faire. Du coup, tous les arguments qu'on a passé du temps à déployer, en fait, rien à foutre. Moi, ils assument totalement d'être du mauvais côté, entre guillemets, et en plus, ils se servent de ça pour dire, voilà les gars pensants, voilà les donneurs de leçons, etc. Du coup, vraiment, la lutte contre le racisme ne peut pas se positionner sur ça, sur ce terrain de la morale. Il faut qu'elle en sorte absolument. Et pour cela, il faut que, je pense, c'est ce que disait Malcolm à la fin, il faut accepter l'autonomie des pensées antiracistes et le fait de composer avec. Il y avait Aimé Césaire, en 1956, si je ne me trompe pas, qui écrivait une lettre de démission au Parti communiste. Il a démissionné du Parti communiste. Justement, si je vous conseille de lire, ça s'appelle la lettre à Maurice Thorez, 1956, Aimé Césaire. Et il donne tous les arguments qu'aujourd'hui les camps antiracistes sont en train de donner. C'est-à-dire, encore une fois, pour vous dire, ces arguments, c'est pas genre aujourd'hui qu'on se dit ah, il y a un problème avec la gauche qui. Non, non, c'est des trucs qui datent d'il y a très longtemps et qui ne font que se répéter parce qu'on n'a pas pris le temps de les travailler. Aimé Césaire, 1956, il dit que. Enfin, il dit ce que vient de dire Malcolm, en fait, c'est que le fait que la gauche française va avoir tendance à proposer un projet commun qui rassemble toutes les personnes racisées et les personnes blanches. Mais en réalité, ce qui intéresse le plus ces formations politiques en général, c'est d'abord les intérêts des personnes blanches et la question sociale, la question économique qui va être traitée. Mais la question raciale va passer au deuxième rang. Elle va être considérée comme une sorte de sous-catégorie à laquelle on ne va pas donner assez d'importance. Et du coup, on va plutôt instrumentaliser les personnes racisées parce qu'on a besoin d'elles à un moment donné, mais on ne va pas écouter ce qu'elles proposent réellement et quelles sont les propositions qui viennent vraiment de leur contexte et de leur réalité.
Et c'est sur ça qu'aujourd'hui, on doit s'améliorer si on ne veut pas se faire bouffer par le discours d'extrême droite qui est voilà, qui redémarre à pleine balle. Moi, je voudrais juste ajouter un truc sur ce que tu as dit sur la question morale. Je ne suis pas forcément complètement d'accord dans le sens où, sans rentrer dans la question de la philosophie politique, est-ce que la politique est bonne ou la politique est mauvaise, à mon sens, il n'y a pas de politique qui est bonne ou de politique qui est mauvaise. Et en fait, ce avec quoi je suis pas d'accord, c'est quand tu dis l'extrême droite assume d'être les méchants. Dans leur tête, non. En fait, dans leur tête, ils ne sont pas les méchants. Oui. Ah oui, plus fort. Enfin, dans leur tête, ils ne sont pas les méchants, et dans leur tête, ils défendent leur projet de société qui est le meilleur pour eux. Et en fait, ils ont juste pas cette idée d'égalité totale entre tous les êtres humains. Ils n'ont pas ce projet de société d'égalité qui, je pense, est de manière générale celui de la gauche, même si on a nos divergences. Mais voilà, je pense que sans faire rentrer la question de la morale dans la politique, parce que je pense qu'il faut s'en débarrasser, ces gens-là n'ont pas admis qu'ils étaient les vilains. Ils ont admis qu'on était leurs ennemis, qu'ils étaient nos ennemis. Mais pour eux, ils ont raison. Et ils sont justes. Et pour eux, profondément, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT leur sont inférieures. C'est quelque chose en quoi ils croient profondément. Et pour eux, c'est moralement ce qu'ils font. Et je pense que la morale aussi, il faut prendre en compte le fait que la morale, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, d'extrêmement construit socialement. Bref, mais c'est juste le seul point de désaccord que j'ai. Mais je pense que c'est aussi une question de comment est-ce qu'on aborde la psychologie d'extrême droite. Parce que, encore une fois, moi personnellement, donc, je pense que vous avez compris que je suis de gauche, mais si je travaille sur l'extrême droite, je suis journaliste d'investigation, si je travaille sur l'extrême droite, c'est parce que je crois profondément en la phrase l'extrême droite, il faut mieux la connaître pour mieux la combattre. En fait, parce que si on ne comprend pas comment elle fonctionne et comment en fait les extrêmes droites, parce que moi je parle d'extrême droite au pluriel, fonctionnent, que ce soit les électoralistes, les groupusculaires, les identitaires, les néofascistes, les royalistes, enfin voilà. Si on ne comprend pas comment individuellement chacun de ces groupes fonctionne et quelles sont leurs pensées politiques, et du coup quels vont être à la fois leurs moyens d'action, leurs modes d'action et leurs objectifs, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, on ne pourra pas les battre. Et il faut aussi du coup identifier lesquels sont les plus forts. En ce moment, les plus forts, c'est le courant de pensée qu'on va appeler le courant identitaire. C'est celui du Rassemblement national. Le Rassemblement national a basculé du nationalisme à l'identitarisme après les attentats de 2015 notamment. Mais voilà, moi je travaille sur ce sujet-là parce que je pense qu'il faut comprendre l'extrême droite pour la combattre. Et voilà, c'est Je le dis peut-être par essayer d'être plus précis. Effectivement, je suis d'accord avec toi, le fait que l'extrême droite, en fait, c'est juste une autre manière, enfin, c'est juste une autre lecture de la société, en fait, et d'autres modèles qu'ils proposent. Mais j'ai l'impression que souvent les sympathisants, par exemple dans un débat de personnes qui ne sont pas encore convaincues par les idées d'extrême droite, le fait que quand ils vont percevoir en fait, donc ça va pas être des gens qui sont forcément déjà convaincus par les idées d'extrême droite, mais quand ils vont entendre un discours de gauche qu'ils vont juger comme moraliste, ça peut les braquer et du coup les faire se mettre à défendre des idées d'extrême droite ou réactionnaires. C'est peut-être ça que moi j'observe en tout cas à ma position, parce que je ne discute pas forcément directement avec des personnes d'extrême droite, même si j'ai beaucoup d'interactions via des messages, etc. avec eux. Mais c'est plutôt des personnes qui sont un peu entre deux, ou qui ne sont pas exactement convaincus, et qui vont percevoir l'injonction morale de la gauche comme un truc qui les attaque personnellement, et du coup ils vont se mettre à défendre des positions de droite ou d'extrême droite. En tout cas, c'est ça que... Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et qui me touche et qui me fait me dire effectivement la morale peut sortir un truc et construire ce truc de morale parce que ça sert. Juste une petite précision parce que je l'avais pas dit sur la question du RN dans les 10 Outre-mer, qui effectivement aux européennes, le RN a fait des scores qui sont arrivés en tête dans beaucoup de circonscriptions. Une des explications, une des données à prendre en compte fondamentalement, c'est qu'il y a eu une abstention massive. En Guadeloupe et Martinique, on parle de 86 et 87% d'abstention. 86 et 87% d'abstention. Donc ça explique aussi pas mal de choses.
à avoir en tête. Par contre, lorsqu'il y a des solutions législatives, le NFP, je crois, est arrivé en tête partout, sauf dans une circonscription, enfin en deux, une à Réunion et une à Mayotte. Donc enfin, voilà, il y a aussi... L'autre chose à comprendre, c'est que les territoires ultramarins sont vraiment aux frontières de la France, paradoxalement. La plus grande frontière, comme certains l'ont rappelé souvent avec la France, c'est le Brésil, avec la Guyane. Par ailleurs, l'État est propriétaire de plus de 90% des terres de Guyane. Ça, c'est notre problème. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a aussi une forme de violence qui n'est pas toujours pensée de l'extérieur. Dans ce rapport, l'exemple typique, on parle de l'Allemagne qui va sceller les frontières. Les Outre-mer ne font pas partie de l'espace Schengen. En fait, il y a dans la revue qui circule, il y a un article où j'explique un peu plus en détail les différents statuts juridiques. Je sais que tu le fais dans une de tes vidéos également, donc allez voir aussi ce que fait ce bois pour Christophe. Je voudrais juste aussi, vu qu'on a parlé un peu de psychologie de l'extrême droite et comment elle fonctionne, vous recommander un ouvrage qu'on a sorti au printemps qui s'appelle Des électeurs ordinaires de Félicien Faury. Je crois qu'il était sur la fête hier, Félicien, voilà, qui est un politologue d'une immense qualité. Alors, du coup, ça parle de la France hexagonale, du coup. Mais voilà, pour comprendre la psychologie de l'électeur RN moyen, je vous recommande vraiment cet ouvrage qui en plus est franchement facile à lire pour un ouvrage de sciences politiques et qui vraiment permet de comprendre comment ça fonctionne cette psychologie, quels sont les rapports et quels sont les processus, les mécanismes qui amènent à ce vote et de manière générale à ce repli identitaire. Et en fait, voilà. Pour résumer très simplement, pourquoi est-ce que des Blancs qui n'ont jamais vu des Noirs et des Arabes de leur vie sont terrifiés d'avoir des Noirs et des Arabes qui vont leur voler leur vie et leur enlever leurs enfants? Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est... Enfin, je vous recommande très fortement ce truc. Plus que le recommander, moi je considère que c'est un indispensable en fait. Parce que, au fond, globalement, ce qui est expliqué dans le bouquin, et vraiment je vous invite à le lire, c'est que globalement, en fait, vous ne pouvez pas battre l'extrême droite si jamais vous déconstruisez pas le racisme. Ne faut pas le chercher à le contourner, et justement, c'est l'erreur que certains tentent de faire à gauche actuellement, c'est de chercher à contourner le racisme, de chercher à éviter tout ce qui diviserait pour chercher davantage ce qui rassemble. C'est une erreur stratégique et ce bouquin le décrit très bien. Sur la question ultramarine, moi j'ai beaucoup discuté avec les députés d'outre-mer du groupe GDR ou même du groupe La France Insoumise, et il y a notamment une période qui m'avait beaucoup marqué dans ce qu'ils m'avaient raconté pour vraiment comprendre ce que c'est que la question de rapport colonial entre les Outre-mer et l'Hexagone aujourd'hui. Pour moi, ça a été la question du Covid. Parce qu'à la fois, ils m'ont raconté comment a été le Covid dans les Outre-mer, et en plus, j'ai vu des débats dans l'hémicycle dans lesquels ça transpirait le colonialisme. Déjà, premièrement, nous, dans l'Hexagone, franchement, le Covid, on en avait marre, quoi. Véran, qui nous expliquait constamment des choses contradictoires, ça nous saoulait, quoi. Mais maintenant, il faut imaginer que là-bas, c'est pas Véran, c'est un préfet qui souvent vient de l'Hexagone et qui vient vous donner des consignes contradictoires constamment et qui souvent ne sont pas respectées par les gens parce que les gens ne consentent pas à cette autorité. Ce qui fait que c'est encore plus difficile derrière de pouvoir appliquer une politique sanitaire qui puisse fonctionner. Et notamment, un des points qui a été cristallisant, ça a été la question du vaccin. Vous vous rappelez les soignants qui ont été suspendus quand ils refusaient de faire le vaccin. Pour nous, déjà, dans l'Hexagone, ça a été un sujet, mais dans certains territoires d'outre-mer, on avait des centaines et des centaines de soignants qui refusaient de se faire vacciner. Et il n'y a aucun jugement de valeur à poser sur ça, parce que, et je vous invite à lire le bouquin qui sortira dans un mois et demi de Malcolm Ferdinand sur le chlordécone, quand dans des territoires ultramarins, vous avez des histoires comme celle du chlordécone, vous vous méfiez quand derrière, vous avez des grands politiques hexagonaux qui arrivent et qui vous promettent un produit miracle. Il y a d'autres histoires, mais pour moi, c'est un exemple qui est très révélateur. Et il y a notamment, on me pose souvent la question, ouais, des militants politiques d'outre-mer qui me disent, mais comment est-ce que ça va être les outre-mer dans la 6ème République? La réponse, la seule réponse que peut faire un responsable politique insoumis, c'est de dire, je n'ai pas la réponse. Ce sont les outre-mer eux-mêmes qui feront la 6ème République sur le territoire d'outre-mer. Macron, il va à Mayotte, et il y a une vidéo qui circule, on le voit, parler des kwassa-kwassa, ce sont les barques de pêcheurs, en disant les kwassa-kwassa ne ramènent pas beaucoup de poissons, mais ils ramènent des Comoriens, en rigolant. Et en fait, ce sont des choses qui sont à la fois anecdotiques, mais qui, en fait, dans l'esprit des ultramarins, ou des dits ultramarins, en fait, sont extrêmement intéressantes, violentes, et
reproduisent notre déshumanisation. Parce que ce qui s'est passé pendant le Covid, notamment aux Antilles, encore une fois, j'y étais, c'est qu'on avait un ministre de l'Outre-mer qui s'appelle Le Cornu, qui aujourd'hui, je crois, est ministre des Armées, ministre des Missions des Armées, qui se rend en Martinique et qui dit, en fait, il dit que les troupes, parce qu'on a envoyé le GIGN, on a envoyé en fait l'ensemble de gendarmes, etc., n'ont jamais vécu ça. Il dit en fait, ces troupes, des militaires, des gens qui ont des formations militaires, n'ont jamais vécu une révolte aussi violente. Donc ce ministre, quand il dit ça, ce qu'il dit au fond, c'est que ces gens sont des monstres. C'est que ces gens sont des sauvages. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prolonge une déshumanisation des Antillais et qui ne permet pas finalement un dialogue. Et ça nous a coûté, aux Antilles, ça nous a coûté. Parce qu'effectivement, qu'on soit pour ou contre le vaccin, pour ou contre etc., le fait que la méfiance étatique ait joué un tel rôle dans cette affaire a fait que ça a biaisé la possibilité de plusieurs routiers de faire des choix concernant leur santé, et à un certain moment on avait atteint les records de morts liés au Covid. Donc ça c'est dommage. Voilà. Je me rappelle aussi d'une séquence, parce que tant qu'on est sur le fait que Macron se comporte d'appartement, il nous fait honte. Parce que pour le coup, je pense que nous toutes et tous, quand on le voit faire des choses comme ça nous fait honte. Moi, il y a une séquence qui vraiment m'avait fait mourir de honte. C'est quand il a dit au président du Burkina Faso, déjà le président du Burkina Faso s'était barré, parce que la façon dont Macron avait parlé pendant tout son discours, c'était insupportable. Mais quand le président se barre pour dire « mais tu n'as pas à me parler comme ça », il dit « il va réparer la clim ». Du président du Burkina Faso. Et Burkina Faso en plus, quoi, le pays de Sankara, enfin, il faut imaginer ce que c'est. Ça fait la honte. Et ça pose vraiment la question de leur rapport, premièrement, aux populations ultramarines, de leur rapport aux populations qui, historiquement, ont été colonisées par la France. Et ça pose même la question de leur rapport aux quartiers populaires en France. Rappelez-vous, au moment des révoltes dans les quartiers populaires, quand Emmanuel Macron dit le véritable problème dans les quartiers populaires, c'est le jeu vidéo. Donc quelle est ma solution? On va faire attention aux jeux vidéo. C'est constamment infantilisant, c'est constamment paternaliste. Et j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, mais au moment des révoltes dans les quartiers populaires, parce qu'il y a la question de la parole de ces personnes-là. Et la parole des habitants des quartiers populaires, elle n'existe pas dans le débat public et dans le débat médiatique. Ça n'existe pas. Il y a un moment où on a vu des représentants d'associations des quartiers populaires passer à la télé. Il y en avait une dizaine par jour. C'était pendant les révoltes dans les quartiers populaires. On prenait des grands de quartier qui avaient une association et on leur disait « Est-ce que vous pouvez dire aux jeunes de se calmer ?» Et ensuite, les grands ils disaient « Oui, il faut se calmer, mais bon, il y a quand même des problèmes. » Et les journalistes disaient « Oui, mais vous inquiétez pas, on va en parler après, mais d'abord, il faut que ça se calme et ensuite, on va avoir ce débat. » Et des représentants d'assauts de quartiers populaires qui passaient à la chaîne. Et ensuite, dès qu'ils ont réprimé, dès qu'il n'y avait plus rien, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un représentant d'une association de quartier populaire sur une chaîne télé? Tous, en fait, à la fois, c'est un paternalisme et une infantilisation de la part du pouvoir, mais c'est aussi une invisibilisation de ces populations, des populations des quartiers populaires, des populations ultramarines, même de l'histoire des populations qui ont été colonisées, qui n'existent pas dans la politique et dans le débat public. Et par exemple, quand on parlait de la question du vaccin, au moment où il y avait eu une niche parlementaire, où il y avait eu la question de réintégrer les soignants non vaccinés, vous aviez tous les députés ultramarins qui vraiment étaient vent debout et cherchaient à expliquer au gouvernement, sincèrement, je m'en fous de votre morale, quoi. Chez moi, j'ai un hôpital où ça tient plus, quoi. J'ai des gens qui meurent, il y a un député qui avait dit ça, il y a des gens qui meurent dans mes bras, quoi. Votez ce truc, je vais avoir 300 soignants, ça va nous changer la vie. Sortez de votre hexagone. Et pourtant, le gouvernement a fait de l'obstruction parlementaire sur une niche parlementaire, ce qui est extrêmement grave, pour empêcher que ce soit mis au vote. Parce que, mis à part les groupes de la minorité d'Emmanuel Macron, il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour dire là c'est trop, là ils font des conneries et là ils vont trop loin. Et notamment ils avaient nommé Vigier qui a été un très court ministre de l'Outre-mer. Écoutez, Vigier qui était un mec qui vient du Modem, ils avaient placé ce mec ministre parce qu'il fallait des quotas de Modem dans le gouvernement. La première communication de ce ministre des Outre-mer, quand ils avaient recréé le ministère des Outre-mer, sa première communication, c'était une carte sur laquelle il s'était trompé sur l'emplacement des territoires ultramarins.
vraiment, il faut mesurer ce que c'est et ce que ça veut dire. Enfin, il y a eu tellement d'humiliation par des mots, par des actes, de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Emmanuel Macron, ça laisse des cicatrices. C'est vraiment profond. Et tout ça, nous, notre charge à gauche, c'est de la reconstruire, pas en croyant que vous allez avoir la gauche qui va arriver au pouvoir et que alors, soudainement, les gens vont dire « Ah bah c'est la gauche, c'est les gentils, ils sont super sympas ». Non, c'est pas vrai. Au contraire, il va falloir réparer des fractures et ça demande de l'estime, ça demande du respect. Et c'est pour ça que j'insiste que pour nous, en tant que militants politiques, quand on parle de la 6ème République, la 6ème République, elle doit laisser ses populations décider pour elles-mêmes. Et franchement, même si parfois nous on n'est pas d'accord en tant que responsables politiques, il faut parfois savoir accepter que, en fait, c'est pas nous qui avons raison et que c'est tant mieux parfois. L'autodétermination, même si parfois on se dit ah non, ça va être une erreur, l'autodétermination c'est toujours plus importante que notre petite conviction à nous. Et ensuite, du coup, j'aimerais poser une question parce qu'il y a deux niveaux en fait dans ce qui a été posé. Il y a à la fois la question de raccrocher les wagons sur le rapport entre la France et son histoire coloniale. Il y a aussi la question de raccrocher les wagons entre la gauche et les mouvements décoloniaux. Donc du coup, c'est une question pour toi, Sokol, qui en vrai sera élargie pour un peu tout le monde. Qu'est-ce que toi tu proposerais? Comment tu vois les choses pour raccrocher ces deux wagons? Bah merci, j'ai acheté deux. J'allais dire, pour ce que tu disais sur Macron au Burkina, je vous conseille aussi de lire le livre L'Empire qui ne veut pas mourir, qui est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est une énorme somme sur la France-Afrique et la manière dont le rapport entre les présidents français, il y a Macron, mais il n'y a pas que lui, hein, tous les présidents avant lui, y compris Hollande, y compris Sarkozy, enfin tous, ont maintenu l'architecture, et Macron, tous ont maintenu l'architecture de la France-Afrique, et c'est un truc très très intéressant à suivre et à regarder, et surtout avec le Burkina actuellement, il y a beaucoup de changements. Du coup, si ça vous intéresse ce sujet, lisez le livre L'Empire qui ne veut pas mourir. J'allais dire un truc aussi pour la 6ème République, sur le fait que, moi je pense que c'est quelque chose d'assez important, surtout quand on sait que la 5ème République est née dans le contexte de la guerre d'Algérie et du coup d'état des militaires, des généraux, et qu'en fait la naissance même de la 5ème République est liée à des problématiques coloniales, en sachant que l'Algérie à ce moment-là, et qu'au moment de la naissance de la 5ème République, c'est justement en fait un truc assez bizarre entre l'outre-mer qu'on a aujourd'hui et la colonie, parce que c'est un département, mais dans lequel les populations sont ségrégées, et dans lequel, en fait, il y a un système concrètement d'indigénat, mais à l'intérieur même de la France. Et du coup, dans l'Algérie de ce moment-là, c'est ce qu'on disait même tout à l'heure, tous les germes de ce que va devenir, de ce qui est aujourd'hui la pensée d'extrême droite, et au moment où il y a... en fait, la 5ème République est pensée, il y a beaucoup de réflexions constitutionnelles auxquels participent justement les colonisés. Donc en 1946 notamment, il y a des réflexions en 1946, il y a des réflexions sur une nouvelle constitution, et dans cette réflexion, vous allez avoir des députés ultramarins, vous allez avoir des députés français, vous allez avoir des Algériens. Donc en fait, il y a déjà eu ce moment, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà eu un moment de tentative de réflexion sur une nouvelle république dans laquelle les indigènes étaient pris en compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les indigènes demandaient justement l'autonomie des colonies. Donc en gros, ça aurait été une sorte de Commonwealth. Le plan des indigènes, c'était de faire une sorte de Commonwealth français, donc ce qu'ils appellent l'Union française, dans laquelle la France n'aurait pas été la métropole qui décide tout, mais la France aurait été comme un peu dans l'Union européenne, un pays parmi tous les pays de ce qu'on appellerait l'Union française. Et donc ça, c'était le plan pour lequel se mobilisaient beaucoup de députés au moment des discussions. Mais le centre, à l'époque, il y a un monsieur qui s'appelle Édouard Herriot, qui a déclaré une phrase très importante, qui était si on donne en fait la citoyenneté aux indigènes, la France deviendra la colonie de ces colonies. Et ça, c'est un discours qu'on voit encore aujourd'hui remonter très fort. Il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Lugan, historien, qui remonte beaucoup cette idée, et qui est en fait un des socles de l'idée de grand remplacement, qui est qu'en fait, si les personnes non blanches ont les droits politiques, ils risquent de dépasser en population et de prendre le contrôle politique de la France, qui ne serait plus seulement aux populations blanches coloniales. Donc vraiment, toute cette pensée-là, elle existe déjà depuis longtemps. Il y a déjà des exemples qu'on pourrait lire, se renseigner. Il y a un livre qui s'appelle Français et Africains. C'est le sous-titre, je ne sais plus ce que c'est, mais si vous tapez le livre Français et Africains, c'est un livre qui raconte vraiment tous les débats parlementaires qui ont eu lieu
pour réécrire les constitutions qui ont fait passer à la 5e République ou pour réfléchir à la 4e République. Et je pense qu'il y a vraiment plein d'exemples de choses à piocher dedans pour pouvoir penser et se poser sur la 6e. Et la dernière chose que je veux dire sur comment raccrocher le décolonial et la gauche aujourd'hui, parce que concrètement, il y a une fracture assez forte. On disait qu'on n'entendait pas de personnes de Parti populaire sur les médias, et c'est vrai. Et en fait, on ne nous entend pas beaucoup. En fait, tout le monde se méfie de nous depuis un moment. Alors là, c'était peut-être depuis la mort de George Floyd et la grosse vague Black Lives Matter qui a eu lieu dans 2001. La gauche, une partie de la gauche a fait un effort d'ouverture sur ce côté-là pour vraiment prendre en compte les paroles qui venaient, mais sinon, depuis des années, la gauche était très méfiante du discours des antiracistes qu'elle ne contrôlait pas. Et donc il y a vraiment ce truc-là, aujourd'hui il y a cette ouverture, ça peut souvent être pris comme du tokenisme. Donc le tokenisme, c'est l'idée d'avoir des personnes noires dans des invitations, sur les affiches, etc., sans vraiment rentrer dans le fond du sujet. Donc ça c'est le plus gros danger sur lequel être très vigilant, parce que ça c'est impardonnable et les populations s'en rappellent pendant très longtemps, et ça peut avoir des conséquences très néfastes sur le long terme, pour la confiance, etc. Mais pour moi, le cœur du truc, c'est soutenir nos initiatives autonomes. C'est-à-dire, n'essayez pas de nous dire quoi faire ou de juger est-ce que c'est trop ceci ou trop cela. Donnez de la force aux initiatives autonomes qui existent. Et en fait, il y a suffisamment de conflits, de clashs, de positions politiques différentes au sein de l'antiracisme, alors que déjà, les personnes concernées vont se confronter, débattre et faire avancer leur position. Il n'y a pas besoin d'avoir la validation des grands partis ou des pensées de gauche blanche pour que les choses se structurent. Donc voilà, c'est un des points importants que j'ai soulevé. Je suis chercheur, je travaille à l'université. Vous allez à l'université, vous rentrez, il y a des personnes personnel de la sécurité qui vous accueillent. Si vous arrivez un peu tôt, il y a quelqu'un qui fait le ménage, qui nettoie le sol. Vous voulez imprimer votre thèse, votre mémoire, etc. Vous allez à l'imprimerie, vous allez voir les services administratifs, il y a un certain nombre de personnes. Vous voulez faire la pause déjeuner, vous allez avoir des femmes qui vous servent à manger. Et toutes ces personnes sont des personnes racisées. Après, dès que vous entrez dans la salle de classe et vous regardez qui vous fait qui est la personne qui donne le savoir, là, systématiquement, on a une majorité de personnes blanches. Et ça, en fait, il faut changer, il faut faciliter l'accès à ce même. L'avantage de la France, c'est qu'elle est en retard. Et qu'en fait, il y a plusieurs pays, la France n'a pas été le seul empire colonial. Il y a plusieurs pays qui, au fond, se confrontent à la même question. Comment on fait monde après ces crimes contre l'humanité qui ont été l'esclavage, qui ont été la colonisation? Aux États-Unis, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre. Et là, un ensemble d'outils sont à notre disposition pour pouvoir imaginer cette 6e République. Et dans cet outil, oui, il faut pouvoir intégrer et discuter au sein des partis politiques de gauche avec un ensemble de mouvements qui ont le droit de penser. Mais en fait, le mouvement, il est encore beaucoup plus... voilà, il est vraiment fondamental de l'imaginaire en politique publique, à l'accès au savoir, aux langues qui sont pratiquées. Enfin voilà, c'est vraiment un projet sociétal. Merci beaucoup. Je vais terminer sur une dernière question et après on va pouvoir attendre échanger avec la salle. On a du coup beaucoup parlé de l'extrême droite, de comment déconstruire l'extrême droite. On a vu qu'on ne pouvait pas battre l'extrême droite sans déconstruire la question du racisme, que le racisme, il vient d'une histoire coloniale, mais il y a aussi un prisme qu'on n'a pas encore regardé, c'est la question du rapport entre l'extrême droite et le genre, et particulièrement la question entre l'extrême droite et les femmes. Alors on a vu ces derniers temps l'émergence de mouvements, l'émergence de mouvements, d'associations, de groupuscules, même d'influenceuses d'extrême droite, avec notamment une qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, la notion de tradwife. Donc, comme Daphné a beaucoup suivi ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rapport entre l'extrême droite, le féminisme, et comment est-ce que ces différentes mouvances font pour devenir populaires et presque se donner un côté cool qu'elles n'arriveraient jamais à avoir parce que c'est ringard, mais n'empêche qu'on se retrouve souvent même à avoir des excès qui tombent dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça?
Bon, l'extrême droite, dans son... sans parler d'essence, parce que moi j'aime pas parler d'essence en politique et donc j'aime pas parler d'essence tout le temps, mais l'extrême droite n'est pas féministe dans le sens où ça n'est pas dans son intérêt, parce que les intérêts de classe que l'extrême droite veut préserver, c'est les intérêts de la classe bourgeoise, de la classe blanche et de la classe des hommes, tout simplement. Si on aborde la race et le genre dans des dynamiques de classe, au sens où Marx l'entendait, lisez Angela Davis, ça sera plus simple, je pense, hein, mais ça c'est con, elle est juste à côté. Mais oui, l'extrême droite n'a pas d'intérêt à défendre la classe des femmes. Par contre, il y a des femmes qui sont d'extrême droite. Ça, il y en a toujours eu. Lisez les femmes de droite dans la Dworkin, ce sera plus simple. Mais il y en a toujours eu des femmes de droite et des femmes d'extrême droite, tout simplement parce que c'est des femmes qui font un calcul, pas forcément consciemment, mais c'est des femmes qui font un calcul qui est quels sont les intérêts qu'elles ont le plus à préserver. Est-ce que c'est leurs intérêts en tant que bourgeoise, en tant que blanche ou en tant que femme? Et en général, elles font le choix de préserver leurs intérêts en tant que bourgeoise et en tant que blanche plutôt que leurs intérêts en tant que femme. Voilà, ça c'est principalement pourquoi est-ce qu'il y a des femmes de droite et d'extrême droite, parce que c'est un calcul politique conscient ou inconscient de quels intérêts tu veux préserver. En général, tu veux préserver tes intérêts de bourgeois et d'hommes. Voilà. Ensuite, après, il y a des personnalités qui s'élèvent particulièrement sur les résidents, mais notamment à cause des réseaux sociaux, en fait, on va pas se mentir. Des femmes qui ont des positions comme celle de David Escuffon, mais je pense aussi à Alice Cordier, du collectif Némésis, enfin, de manière générale du collectif Némésis, qui est un collectif qui se dit féministe identitaire. Le terme qu'on utilise de manière un petit peu plus scientifique, c'est fémino-nationaliste. Des personnalités comme ça, il y en a toujours eu. Il y a 10 ou 15 ans, c'était les cariatides et les antigones. C'était d'autres mouvements, mais voilà. Et ces personnalités-là, elles ont toujours existé de la même manière que les femmes de droite ont toujours existé. Aujourd'hui, Alice Cordier et Thaïs Escuffon n'ont pas du tout la même approche et ni même en fait le même positionnement politique. Tout simplement parce que Thaïs Escuffon, elle est anti-féministe, elle a toujours été d'une manière ou d'une autre, elle n'a jamais eu des positions féministes, alors que Alice Cordier, elle se revendique d'un féminisme. Alice Cordier, de manière générale, le collectif Némésis, va vouloir lutter par exemple contre les inégalités salariales. C'est quelque chose que Thaïs Escuffon, qui se revendique anti-féministe, ne fera jamais. Le collectif Némésis veut lutter contre les violences conjugales, lutter contre les viols, les agressions sexuelles, le harcèlement, ce genre de choses. La question c'est par quel prisme elle l'aborde, et souvent elle l'aborde par le prisme de, en fait, le problème vient principalement de l'immigration extra-européenne, et en fait quand elle dit l'immigration extra-européenne, c'est l'immigration du continent africain en général. Pas que, mais principalement le continent africain. Ces derniers temps, en réaction notamment à un événement qui s'est passé en Inde, à savoir le viol d'une médecin par, je sais même plus combien ils étaient, mais bref, un truc absolument horrible. Il y a une montée de l'essentialisation des hommes du sous-continent indien par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose sur lequel le collectif Némésis va aussi se raccrocher. Mais de manière générale, ces femmes-là, spécifiquement le collectif Némésis, va dire vouloir défendre les intérêts de la classe des femmes, et en faisant ça, va aussi s'accrocher profondément au fait que pour elle, la classe des femmes, c'est la classe des femmes blanches. Et c'est quelque chose que profondément on comprend. Mais dans leur logiciel, et là on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que l'extrême droite se perçoit comme les vilains, dans leur logiciel, les Némésis, elles sont persuadées que le vrai féminisme, c'est elles. Que le vrai féminisme, c'est la manière de voir le pratique, qu'il y a des réalités derrière des statistiques ethniques, que les personnes trans sont intelligées pour les femmes et ça, c'est quelque chose dont elles sont persuadées, elles sont profondément persuadées d'un jugement. Alors que les discussions, c'est plus discutable. Les discussions, il y a un processus commercial assez évident, c'est tout simplement qu'en fait, elle a voulu faire l'influence identitaire. Au bout d'un moment, elle n'arrivait pas à faire grandir son audience, du coup, elle a saigné à être anti-féministe et ça lui a ramené une nouvelle audience d'hommes et une seule. Voilà. Après, je pense que voilà, est-ce qu'il faut qu'on passe aux questions de méthode parce que ça fait bientôt 1h30 qu'on parle et ça fait beaucoup.